Madame Joassin, merci de nous recevoir. Pour ceux qui nous écoutent, il est important de rappeler que vous avez été élu député de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône en 2002-2005 et que vous avez été élu maire de la ville d'Aix-en-Provence en 2001, 2008 et 2014. Donc vous connaissez mieux que personne la ville d'Aix-en-Provence dans sa région et dans son environnement. D'où ma première question. On peut partir du constat qu'Aix-en-Provence rayonne à l'échelle régionale, nationale et internationale. On peut citer la gastronomie, le tourisme, la culture, la vie étudiante. Mais alors comment permettre le rayonnement d'une telle ville et éviter l'essoufflement de cette attraction? Quels sont vos projets en cours et les projets à venir? Alors, mes projets en cours, c'est on est en train de reconstruire complètement la fin, de reconstruire, non, on est en train de doter la ville de tous les éléments qui lui manquaient en termes de transport, en termes de structure. On a restructuré la ville depuis 2001 et ça m'a été d'autant plus facile que j'ai été élu en même temps président du territoire. Et c'était très important parce que j'ai géré, je continue de gérer, un territoire qui comprenait 34 communes, qui aujourd'hui en comporte 36 et qui fait 130 000 hectares. C'est donc le seul territoire qui a été fusionné avec la métropole qui a apporté un actif. Parce que tout le reste, c'est du passif. Donc c'est le seul territoire qui était très dynamique et qui m'a permis de réaliser, avec cette complémentarité, de réaliser pour la ville ce que je pouvais en matière de culture. Nous avons développé toutes les formes de culture. Quand je suis arrivée, il y avait un festival déjà un petit peu qui avait été en difficulté, bon, qui était pas mal géré depuis 2-3 ans, mais on lui a donné un souffle nouveau. Là, on lui donne encore un souffle nouveau avec quelqu'un qui dirigeait donc un festival, je ne me rappelle plus l'endroit où il gérait, mais enfin, avec Pierre Audi, qui est un Libanais qui a des idées très prospectives pour le festival. Et on a fait le cirque, on a aidé toutes les associations culturelles de la ville, on a en même temps développé tous les sites sportifs, toutes les associations sportives. On est en train de reconstruire complètement, on a bénéficié des dossiers en rue, c'est-à-dire les restructurations de tous les quartiers dits populaires qui sont à Aix-en-Provence, ce qui amène une relative tranquillité dans la ville, parce que dans les lieux, par exemple, on n'a pas pu refaire pour le moment, on est en voie de réhabilitation de tous les appartements. C'est-à-dire on a maîtrisé jusqu'à ce qu'il rentre en métropole, mais on continue à le maîtriser encore aujourd'hui. L'office HLM de la ville, on a 2 offices HLM de la ville qui travaillent d'une façon presque scientifique à la réhabilitation des logements et des espaces publics dans les HLM. C'est-à-dire que si vous allez dans les HLM du territoire, ou même du territoire d'Avignon, ou même du territoire de Toulon, vous ne trouverez pas la tranquillité, la propreté que vous trouvez chez nous. Alors tout n'est pas formidable, tout n'est pas parfait, parce qu'il faut quand même du temps pour faire tout ça, et je trouve que 17 ans, c'est vite passé. On a quand même doté la ville en matière culturelle d'un campus culturel important. On a aidé à doter la ville avec le plan campus que nous avons travaillé avec Madame Pécresse. On a réussi à avoir le plan campus pour Aix-en-Provence, qui n'était pas donné au début, parce qu'au début, le dossier présenté par Marseille n'avait pas retenu l'attention du ministre, donc on a eu la chance de pouvoir avoir le plan campus, ce qui m'a permis de reconstruire et de réhabiliter tout le territoire universitaire. Nous avons eu aussi la chance, au bout de 15 ans, mais tout arrive, de pouvoir reconstruire le tribunal de grande instance. Les travaux vont commencer au mois d'avril. Donc on n'est pas simplement dans la culture, dans le tourisme, dans le sport, mais aussi dans les associations caritatives, parce que là aussi notre centre d'action sociale marche bien. D'ailleurs, une des premières actions qui a été la mienne, ça a été de reconstruire le centre social d'action sociale. J'ai succédé à un maire socialiste, mais le centre social d'action sociale, le centre d'action sociale de la ville, c'était un cloaque quand je suis arrivée. Ça servait de pissotière à tout le quartier, c'était une horreur. Je suis partie du principe que quand on a des personnes en difficulté, il faut bien les recevoir. Peut-être mieux que ce qu'on reçoit les autres, parce qu'ils ont besoin de considération. Donc on a reconstruit le CCAS. Après on est parti pour faire un campus culturel avec le GTP, avec le centre de la danse, le Centre national de la danse, avec également la réhabilitation
de la Cité du Livre, de réhabilitation complète. Là, on vient, comment on a construit le conservatoire. On vient de racheter le lieu des archives départementales pour y mettre les archives de la ville. On a restructuré le centre de mémoire de l'Algérie. C'est pour que l'Algérie soit pas les phénomènes, comment dire, la culture qui s'est développée en Algérie et à l'instigation de métropolitains ne soit pas négligée ou détournée de ce qu'elle a été réellement. C'est-à-dire que nous avions besoin d'un centre de mémoire pour raconter ce qu'a été l'Algérie et ce qu'a été aussi le Maroc, la Tunisie, ce qu'a été la présence française en Afrique du Nord. On a réhabilité toutes les salles de sport, on a réhabilité complètement les piscines de la ville. Oui. On les a même reconstruites en les agrandissant. Ce qu'on a fait dans la ville, c'est... Donc c'est une œuvre qui est une action globale, aussi bien culturelle, sociale, sportive. Voilà, dans tous les domaines, y compris universitaire. Et qui vous a valu un prix également, j'ai vu... oui, on a eu un prix, oui, j'ai vu ça qu'on avait affiché, je ne savais pas qu'on l'avait publié. Ah. C'est-à-dire un prix qui a salué notre gestion financière. Budget, finances, même cette année, on n'a pas augmenté les impôts depuis 1996. Les impôts ont été augmentés par le dernier maire socialiste, mais ce n'est pas une critique, hein, parce que ça s'est fait normalement, ce n'était pas abusif. Et nous n'avons plus augmenté depuis 1996, donc nous avons pris le pouvoir en 2001, mais la dernière fois qu'il y a eu l'augmentation d'impôts à Aix en 1996, et cette année, nous serons en 2018, on ne les a pas augmentés. Malgré la métropole, on ne les a pas augmentés, ils vont augmenter pour la métropole. Justement, mon second sujet, c'est sur la métropole. Donc il est important de savoir que depuis le 1er janvier 2016, la ville d'Aix-en-Provence, elle est rattachée à celle de Marseille. Catastrophe. Et en quoi consiste ce rapprochement selon... enfin, pas selon vous, mais concrètement, ce rapprochement? Ben, écoutez, ça possède de la connerie de M. Hollande. Hein. Voilà. Et de son Premier ministre, qui à l'époque était M. Hérault. M. Hérault, professeur d'allemand, il n'a aucune analyse prospective d'un territoire. En plus, il ne s'est pas enrichi. Il est resté dans son territoire. D'ailleurs, il n'a pas fait de métropole forcée dans son territoire. Il a fait cette horreur qu'à Marseille. Qui aurait eu l'idée de marier une ville comme Aix-en-Provence, qui est une ville attractive, et même économiquement? Nous avons quand même les premières zones d'activité de la région. Alors, comment expliquez-vous que des métropoles comme à Lyon fonctionnent plutôt bien? Parce que c'est pas Marseille. Ça fonctionne, par Lyon, ça fonctionne bien nulle part. Il y a des problèmes partout. Pourquoi? Parce que le français, c'est pas l'allemand, le français, c'est pas l'espagnol, le français a un mode de vie, de proximité. Ça n'existe pas de la même manière ailleurs, mais moi, j'envie pas les Allemands. Leur quotidien de vie ne m'intéresse pas plus. Les Espagnols, eux, ils ont un quotidien de vie très festif, mais le fonctionnement à l'espagnol n'est pas le fonctionnement de la ville d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, mais toute la France, fonctionnait avec 36 000 communes. L'intelligence, c'était la réforme qu'a fait M. Chevènement. C'est-à-dire qui a permis les regroupements de communes, qui a permis à plusieurs communes de se constituer en communauté d'agglo. Pourquoi? Parce que l'existence des communes est due à l'éloignement de centres de vie. Donc il faut qu'il y ait un minimum de services publics dans les lieux éloignés. Et les communes, même les plus petites, répondent à un vrai besoin. Quand il n'y aura plus de communes, ou beaucoup moins, il va y avoir des assistantes sociales, il va y avoir des sociologues, des psychologues pour gérer les problèmes que tout le monde ait pouvoir, parce que les gens ont besoin d'une vie sociale, mais qui est une volonté de réorganisation, ce que j'appellerais les compétences stratégiques. C'est un problème d'échelle alors? Ben voilà, après qu'on ne parle pas de millefeuille, ça ne va rien dire. Si on ne met pas la clause générale, parce que toutes les collectivités territoriales ont la clause générale de compétence, qui est une erreur. La clause générale de compétence, elle ne peut profiter qu'au maire. Pourquoi? Parce que seul le maire doit pouvoir répondre à toutes les situations sans être arrêté par une absence de loi. Donc que le maire d'une commune, quelle qu'elle soit, petite, moyenne ou grande, ait la compétence générale, c'est normal. Mais la compétence générale pour tout le monde, c'est pas normal. Donc il fallait, plutôt que de faire cette réforme qui est une carchonnerie, mais alors complète, en plus elle a été écrite uniquement par des technocrates, à la loi, elle est illisible. Elle est illisible. C'est une catastrophe. En plus, elle se contredit. Elle crée des structures qui vont plonger les générations à venir dans des problèmes énormes. En plus, ils croient faire des économies. Comme tout ça regroupe, sans prospective, regroupe des territoires qui souvent étaient en déficit. D'abord, il fallait remettre les territoires
en état de marche. D'abord, il fallait que Marseille soit mise en tutelle, parce que la ville de Marseille mérite la tutelle, gère rien, l'administration gère tout. L'administration, moi je fonctionne avec l'administration très bien. J'ai une administration qui est remarquable, aussi bien à Aix que sur le territoire. Pourquoi? Parce que les élus travaillent. Quand les élus ne travaillent pas, l'élu est élu tous les 6 ans. Tous les 6 ans, il défend son budget. Tous les 6 ans, on peut le renvoyer chez lui. Ce qui n'est pas le cas des hauts fonctionnaires. Donc il faut les deux. Il faut la fonction publique et il faut les élus. La fonction publique ne remplacera jamais les élus. Et les élus ne peuvent pas remplacer la fonction publique. L'administration d'État, elle est pléthorique, elle ne sert à rien. Il faut rendre au privé ce que la privée est capable d'administrer. Le privé est capable d'administrer tout, à part les compétences stratégiques. Moi, je disais la métropole, pourquoi pas? Avec Marseille, je n'étais pas d'accord. Hein. Mais pour les compétences stratégiques. Mais nous ont mis une métropole qui va gérer, qui a l'ambition de gérer non seulement les territoires, mais plutôt les communes aussi. Ils ne veulent pas gérer la ville d'Aix, elle est bien gérée. La ville d'Aix, elle n'a jamais été avec Marseille. C'est depuis 2000 ans, il y a une adversité qui est entretenue par les comportements de Marseille. Nous, on s'en fout, on travaille. Moi, j'ai dit, je travaille avec Marseille, j'ai pas de problème. Mais je ne travaille pas avec une commune qui a que des déficits à m'amener. Attendez, on fonctionne différemment. Oui. Nous, on respecte. D'abord, on a une ambiance universitaire. Déjà, je dis, l'air aixois, il est plus intelligent que partout ailleurs, je ne sais pas. Parce qu'il y a des étudiants partout, il y a des magistrats, il y a des avocats, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens modestes, mais tous ces gens, ils sont tirés par le haut. Il y a Sciences Po, il y a l'IAE, il y a plein de choses à Aix-en-Provence qui font qu'on baigne les jeunes, même dans les quartiers. Vous les voyez, ils parlent bien français, il n'y a pas de problème. On n'a pas les problèmes que connaît Marseille avec ses quartiers. Mais Marseille ne respecte pas ses quartiers, bien sûr qu'il y a des problèmes. Bien sûr. Moi, quand je fais une politique de la ville, je fais une politique de la ville à laquelle j'associe les quartiers. Quand j'ai refait le quartier Besson, j'ai eu 12 réunions à Besson avec la population et les techniciens. Et donc pour vous, la métropole s'est faite sans concertation et sans... Sans concertation et sans projection. Et sans s'adapter à... Donc on nous dit simplement, ah ben c'est la solidarité. Mais pour moi, ce n'est pas la solidarité de faire supporter à mes populations le déficit de M. Godin. Après, il a fait élire M. Caselli, président de MPM, c'est-à-dire son territoire. MPM, Marseille-Provence oui. Métropole. Voilà. Ça s'appelait Marseille-Provence Métropole, avant même que nous y soyons. On aurait pu éviter d'y être. Donc je me bats pour en sortir, bien sûr. J'ai rien à faire avec Marseille, moi. Ils ont des fonctionnements, dans les marchés publics qui ne me conviennent pas. Nous, on est très réglo dans les marchés publics. Il n'y a pas un centime de plus qui est alloué pour les marchés. Puis alors, c'est très contrôlé. On a quelqu'un au marché public qui contrôle tout. Donc, il n'y a pas de fatalité. En politique, les mairies déficitaires, c'est parce qu'il n'y a pas de bon gestionnaire, c'est tout. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Donc, une dernière question sur ce thème important de la métropole. C'est concrètement, en tant qu'élu communal, en quoi votre travail a muté avec l'instauration de cette métropole et cette relation entre... On ne travaille pas la métropole. Il n'y a pas de... Non, moi je continue à être patron du territoire. Je continue à travailler à mon territoire avec de moins en moins de travail. Parce que la métropole veut tout et fait rien. La métropole, elle tourne sur elle-même. Ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a que les transports. Parce que les transports, ils ont repris des projets qui étaient depuis longtemps dans les cartons. Alors que la métropole est apportée sur la L2 à Marseille, puis ça a permis d'exécuter un projet qui était dans les cartons depuis 40 ans. J'espère qu'ils l'ont un peu modifié, mais enfin, je ne sais rien. Alors, maintenant, je voudrais vous poser une question, puisque vous avez été aussi membre du Parlement. Oui, et avec cette expérience, je voudrais savoir quel regard vous portez sur la réforme qui va peut-être se faire, qui vise à réduire notamment le nombre de parlementaires, leur mandat, ou encore de réduire le nombre d'amendements. Je pense qu'il faut réduire d'abord la fonction publique. Quand je parle de la fonction publique, je ne parle pas de la fonction publique territoriale, parce que celle-là, elle est dans le travail. La fonction publique territoriale, c'est une fonction publique de proximité. Elle travaille. Centrale. Centrale, il faut diminuer de moitié. Ce n'est pas un fonctionnaire sur deux. Il faut diminuer de moitié l'administration centrale. C'est-à-dire que il ne faut plus que l'ENA, d'abord il ne faut plus que l'ENA soit organisée comme elle l'est, parce que l'ENA forme des machines à penser, sauf qu'une machine à penser, ça n'a jamais pensé complètement. C'est-à-dire que souvent ils n'ont pas d'expérience. Ils vont dans les cabinets ministériels et ils ont une expérience très théorique. Donc ils pondent des lois qui sont imbuvables, qui sont inapplicables,
et qui seront contestés un jour ou l'autre. Je regrette que M. Macron soit dans cette configuration. Moi, je lui aurais conseillé de diminuer de moitié l'administration centrale. Donc selon vous, réduire le nombre de parlementaires, ça revient à réduire le nombre de personnes de proximité? Mais ça revient à réduire le nombre de personnes de proximité. Le territoire a besoin d'être représenté. Donc c'est pas le bon côté qu'il faut... Mais c'est pas le bon. Alors, qu'ils enlèvent, allez, 100 députés, pourquoi pas? Qu'ils enlèvent 50 sénateurs, pourquoi pas? Mais où ils vont les prendre? Donc selon vous, l'administration centrale doit être adaptée, et donc réduire le nombre de parlementaires, c'est pas le bon... Alors, quand on enlève quelques parlementaires, pourquoi pas? Mais il faut faire attention parce que les parlementaires, ce sont les populations qui envoient à Paris leurs représentants. Après, j'aurais une question toujours nationale sur votre parti politique, les Républicains, qui connaissent un virage en ce moment, avec l'élection de Laurent Wauquiez qui est très critiquée par des personnes fortes de ce même parti. Je voulais savoir si vous reconnaissez dans la ligne politique... Moi, je connais Wauquiez. Je pense qu'il s'est fait piéger comme un idiot, d'ailleurs. Vous pensez Il a été idiot. Je ne dirais pas d'autres mots, je dirais qu'il a été idiot, parce que soit c'est fait exprès, mais c'est pas intelligent. Ceux qui lui ont conseillé ça sont idiots. Soit ça lui a échappé, il aurait dû savoir que ces choses-là, ça ne doit pas échapper en public. Et parce qu'après, sa politique par rapport à sa région, elle est beaucoup critiquée par rapport... Alors, je ne connais pas sa politique sur la région. Il y a beaucoup de coupes budgétaires dans la culture, dans l'agriculture biologique. Moi, il n'y a eu aucune coupe budgétaire ni à la ville. Au contraire, c'est ce que je voulais savoir avec vous. Il y a tellement de décalage. C'est ma fille qui a été chargée jusqu'au problème du cumul des mandats, qui a été chargée de la politique culturelle et de la politique de la ville. Et il n'y a eu aucune coupe budgétaire. J'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes parce que j'ai eu des montées au créneau au conseil municipal par les personnes très à droite et pour arrêter de subventionner certaines associations. J'avoue que je leur ai demandé de faire patte blanche, parce que moi je ne peux pas subventionner des associations qui critiquent la France. La France, on l'aime, on s'en va. Moi je ne suis pas Le Pen, mais je le dis où on aime la France, on s'intègre, on s'en va. Vous croyez que moi ça me satisfait de voir l'islam se répandre comme ça, et je respecte la religion telle qu'elle est pratiquée par les Arabes qui sont sur mon territoire et qui veulent d'une religion apaisée. Mais vous croyez que les gens sont contents quand ils voient cette délirante islamiste? Vous croyez que les femmes, elles n'ont pas peur? Dans 50 ans, pour être tranquille, on sera obligé de payer le voile si ça continue, porter le voile? Mais les musulmans aussi en ont peur. Comment? Les musulmans aussi en ont peur. Ben écoutez, qu'ils le disent plus fort. Ouais, moi, je connais beaucoup de musulmans qui sont dans la même logique que moi. D'ailleurs, j'ai dans mon entourage, j'ai fait la promotion musulmane, comme j'ai fait la promotion juive, comme j'ai jamais regardé quelle était l'ethnie d'origine des gens pour faire des promotions, pour les embaucher. Parce qu'alors là, on n'embauche plus les gens de qualité. Donc, je ne suis pas retenue par ça. Moi, j'ai vécu dans un milieu populaire où le racisme, ça n'existait pas. Donc, je suis contre. Je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer, à condition qu'on n'essaie pas d'imposer, dans le pays de la Révolution, dans le pays des droits de l'homme, d'imposer d'être rétrograde. Je considère qu'il y a des religions qui doivent se mettre au goût du jour. Pour moi, les musulmans doivent prêter serment à la République. Je ne veux pas de théocratie chez moi. Pour revenir à la question par rapport à votre famille politique, ça apporte à ma dernière question, qui est comment voyez-vous votre avenir, justement, moi, je suis chez les Républicains. Ils ont dit très clairement qu'ils ne feraient pas d'alliance avec le Front National, ce que je crois, parce que ça va leur coûter très cher. C'est Chirac qui avait dit le premier, pas d'alliance avec le Front National. Sarkozy l'a continué. Wauquiez, il est sans ambiguïté là-dessus. Il est sans ambiguïté. Mais idéologiquement, il... Non, idéologiquement, il était au social avant. Wauquiez, non, il a corsé son discours pour être élu par la frange la plus à droite. Parce que c'est celle qui se déplace. Voilà, il a fait une étude de marché, tout simplement. Je ne sais pas lui qui me l'a dit, mais je le suppose. Bon, je pense qu'il va redevenir... Moi, vous savez, je suis très UDF. À l'UDF, il y avait les centristes, il y avait les radicaux, les centristes et les RPR. Moi, je suis très UDF, je suis resté très UDF et très UMP. Alors, les Républicains, on va voir ce que ça donne. Moi, j'y suis, je n'ai pas pour habitude de renier ce que j'ai été. Vous savez, je suis passé du Parti communiste à la droite parce que j'ai fait le calcul que l'économie ne pouvait pas prospérer en pays capitaliste, pas plus qu'en pays communiste. Et du coup, est-ce que ce message, vous allez le porter dans de nouvelles élections municipales? C'est-à-dire que je vais le porter, ce message, indépendamment de ce que je suis aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je suis maire. Et par quel moyen? Je suis patron de territoire. Par quel moyen je trouverai le moyen?
parce que je sais me faire entendre, et notamment au niveau de la métropole. Je ne sais pas si je me représentais, j'en sais rien. Parce que vu mon âge, ça risque d'être mal interprété. Alors qu'il me faudrait 2 ans pour terminer vraiment de mettre cette ville complètement à flot. J'aurais voulu aller jusqu'au bout, mais il va me manquer 2 ans. Bon, me faire réélire pour 2 ans, j'en sais rien. Je verrai avec mes équipes, je verrai avec la population. On pourrait peut-être très bien dire, voilà. Mais les gens voient mal quelqu'un qui se fait élire pour 2 ans pour partir après. C'est mal vu. Alors que ça peut être un tutorat pendant 2 ans qui peut très bien marcher. Ouais, si c'est pas comme ça, je rentrerai dans la liste, je terminerai mes... Je ne rentrerai peut-être pas comme numéro 1, mais je terminerai mes dossiers. Mais ça va me permettre aussi d'avoir un lieu pour développer ce que je parle. La présidentielle, justement, votre parti, vous avez vu comment tout ce qui s'est passé Moi, j'étais Sarko. Après, j'ai voté Fillon. Mais Fillon, c'était... Fillon, je ne sais pas, à mon avis, c'est pas Macron, mais c'est Hollande qui lui a envoyé ça parce qu'il pensait qu'il serait candidat. Fillon, tout le monde savait que ça... Enfin, il y a pratiquement pas un député ou pas un sénateur dont la famille n'a pas travaillé à ses côtés. Mais c'est pareil dans l'haute fonction publique. Regardez les noms. Souvent, ce n'est pas le même nom. Et moi, je connais une grande famille publique que je respecte et que j'aime beaucoup. C'est la famille Debré. Il y en avait 2 qui étaient dans la députation. Il y en a pas dans le même temps, il y en avait 2 qui étaient au Sénat. Il y en avait un qui était au Conseil constitutionnel. Et il y a tous les enfants qui sont dans la télé publique. Mais je ne critique pas. S'ils ont la qualité, il faut arrêter. Le boucher... Son rêve, c'est de laisser sa boucherie à son fils. Moi, mon rêve, c'était de laisser mon étude d'avocat. Ma fille, elle n'a pas voulu. Bon, voilà. Je vous ai tout dit. Bien, merci beaucoup.